Je suis ravie, moi et Pirate ici. On est ravis de vous retrouver dans une nouvelle vidéo fait insolite sur le cinéma. Alors c'était pas celle-là que je voulais faire, vous savez, l'autre jour. Et puis que finalement j'ai fait. Attendez, je règle. Là. C'était un petit peu le même sujet, mais c'était pas le même article. Mais j'ai découvert un site trop bien qui s'appelle, peut-être que vous le connaissez vous, qui s'appelle Topito, Topito, et qui regroupe plein de top quelque chose sur plein de sujets. Et je trouve ça trop bien parce que comme ça, si vous avez la flemme de lire, parce que je pense que je vais en faire, maintenant que j'ai découvert ça, je pense que je vais en faire pas mal parce que c'est un thème de vidéo que j'adore faire. J'adore faire ce genre de vidéos, de faits insolites, anecdotes sur plein de sujets. Aujourd'hui, ça sera le cinéma. Donc c'était pas l'article que je voulais lire, comme j'ai dit. Dans la vidéo qui a été finalement une vidéo blabla, mais je la referai. Je rechercherai le site et je la ferai. Donc lançons-nous dans cette vidéo sur le thème du cinéma, les films. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que pour ceux qui ont commencé ou je sais pas en fait, qui ont repris, qui ont fait leur rentrée scolaire ou au travail ou que sais-je. J'espère que ça se passe bien et vous avez tout mon courage et mon soutien dans cette épreuve qui, pour moi, a été des périodes très très compliquées. Les rentrées scolaires, c'était, et pour être poli, c'était l'enfer. Enfin, pas toutes les rentrées. Je vais faire un petit peu de blabla aussi. Mais les rentrées scolaires entre la maternelle et je dirais, jusqu'à la classe de 3e, c'était horrible. Je vous parlerai peut-être un jour de ce que j'ai fait comme diplôme et comme cursus scolaire, parce que mon cursus scolaire n'est vraiment pas du tout classique. Juste pour vous dire, comme ça, j'ai 4 diplômes. Attendez. Bon, 5 si on compte le brevet, mais j'ai 4 diplômes différents. Voilà. Et dans des domaines très différents. Maintenant qu'on se connaît bien, je peux vous avouer mon âge. J'ai 33 ans et je vais faire mes 34
début de semaine ou si pour certains c'est lundi, eh bien vous avez tout mon soutien, tout mon courage et je vous souhaite du fond du cœur bonne chance. Et puis pour les autres qui n'ont pas de rentrée, j'espère que vous avez passé un bel été parce que là je tourne, nous sommes vendredi. Oh, j'ai pas ma montre. Vendredi 30 août et il doit être... Ah ben j'ai l'heure ici. Il est 13h39 ou le moment où je tourne cette vidéo. Donc j'espère que les gens qui... On va pas épiloguer 15 ans sur la rentrée, non? Ouais, on va passer plutôt dans la vidéo, ce sera beaucoup plus intéressant. Bref, en tout cas, bon courage et bonne chance pour tout le monde. Voilà, quoi que vous fassiez, vous avez tout mon soutien, tout mon renfort, tout mon réconfort. Ça va bien se passer. Voilà, petit blabla de 7 minutes. Donc aujourd'hui je vais vous parler de 3 tops, vous comprendrez, à propos du cinéma. J'avais envie que cette vidéo soit longue, donc je ferai en sorte qu'elle soit longue. Voilà. Donc j'ai découvert le site de Topito où il n'y a que en fait des top 15, des top 10, des top 100, des top 20, des top quelque chose sur mes moult sujets divers et variés. Donc le premier que je vais vous lire comme ça, eh bien vous n'aurez pas à aller lire le site. Je vais vous les exposer si vous avez la flemme. Voilà. Je sais pas ce que je dis aujourd'hui, mais bon. Alors, le top 15 des scènes de films les plus stressantes, ça se termine quand, s'il vous plaît? Ça vous est probablement déjà arrivé de regarder un film devant lequel vous avez été tellement happé que vous aviez l'impression de stresser encore plus que le personnage et que vous n'avez réalisé qu'au moment du générique que vous aviez rongé vos mains à cause de la pression. C'est normal, c'est que le film était bien fait, mais quand même, allez voir un médecin pour votre main. On a eu l'idée de faire une petite liste de certaines des scènes les plus stressantes du cinéma, celles qui nous tiennent en haleine et semblent interminables, et la voici. La numéro 1, la scène du deal de drogue dans Boogie Nights, film que je ne connais pas. Obligé de mettre cette scène en première place, rarement la tension a été aussi palpable dans une scène de film. Les personnages principaux rencontrent un contact qu'ils ne connaissent pas pour lui vendre de la drogue et pendant toute la scène, un jeune garçon, fait exploser des pétards. Ok, ça a l'air con comme ça, mais c'est super bien fait. Bon, je connais pas. 2. L'introduction de Inglourious Basterds, film que je crois que j'ai vu et que je n'ai pas aimé. C'est bien le film avec Brad Pitt, non? Attendez, je vais chercher. Voilà, attendez. Alors, Inglourious Basterds, film. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Date de 2009. Ah, quand même. Oui.
Ah non. Ah si, oui, il y a bien Brad Pitt, ouais, c'est bien celui-là. Avec Mélanie Laurent. Bon, j'ai pas du tout aimé. Pourtant, j'adore les films de guerre, mais j'ai pas du tout aimé. J'ai trouvé ça tellement mou, tellement long, tellement... long. Donc, de l'introduction de Inglourious Basterds. Dès la première scène du film, on prend une bonne claque qui nous met en tension. L'interrogatoire mené par l'angoissant Hans Landa et la présence d'une famille cachée sous la petite maison, ça vous fout une pression d'entrée. On peut aussi citer la scène dans la taverne qui monte progressivement aussi. Ça fout autant le stress que quand mon appli bancaire charge mon relevé de compte. C'est marrant les petites touches d'humour. Troisième, la scène du match de basket dans Uncut Gems. Gems. Je connais pas non plus. On ne peut pas trop en dire sur Uncut Gems sans spoiler, mais le film dans sa globalité arrive à poser une ambiance et un stress constant qui vous empêche de vous lever pour aller aux toilettes. Les 20 dernières minutes deviennent intenables et on ne sait même pas pourquoi. Très maîtrisé, même si on peut pas trop vous en parler du coup, ça foutrait en l'air la surprise. Alors désolé pour les termes des fois pas vulgaires, mais voilà, c'est nature peinture, il n'y a pas de filtre apparemment pour celui qui écrit les articles. Quatrième scène, la scène des raptors dans la cuisine dans Jurassic Park. Film que j'ai pas vu non plus. Alors faut savoir que moi, tout ce qui est les grands classiques, qu'est-ce qu'ils font les voisins là? De type Jurassic Park. Bon, j'ai vu Le Seigneur des Anneaux. Bon, j'ai pas vu le dernier. Donc les classiques Titanic, Jurassic Park. Ah merci, j'en avais en tête, je viens de les oublier. Les bronzés font du ski. Oui, tout ce genre de film petit classique que tout le monde a vu. Pirates des Caraïbes, j'ai pas vu non plus. Tout ça, je l'ai pas vu. J'en ai vu, je les ai pas vus. En fait, tous les grands classiques, les grands classiques comme ça, j'en ai vu. Le Roi Lion, je n'ai jamais vu Le Roi Lion non plus. Il y a très peu de Disney que j'aime d'ailleurs. Bon, revenons à la numéro 4. On a tous vu, désolé pour le bruit. Non. On a tous vu ce film 10 fois et c'est difficile de ressentir le même stress après autant de visionnage. Mais vous vous souvenez l'état dans lequel vous étiez en voyant pour la toute première fois la scène des raptors dans les cuisines? Non, vous ne vous en souvenez pas parce qu'on vous avait amené à l'infirmerie quand vous vous étiez évanoui de stress. Scène numéro 5, la scène de la cave dans Le Silence des agneaux. L'ultime scène de la traque de Clarisse contre Buffalo Bill dans sa cave est un véritable calvaire à regarder. Pas parce que c'est gore ou violent, juste parce que c'est effroyablement bien fait. Les lumières s'éteignent, le tueur met ses lunettes à vision nocturne et on n'entend plus que les respirations. Numéro 6, la scène d'introduction de Scream que je n'ai pas vue non plus. Devenue la scène... Il y a des... Ah oui, Star Wars aussi, j'ai jamais vu... Voilà. Je sais pas où j'étais à cette époque, mais... Tous ces films, je les ai jamais vus. Devenue la scène la plus culte du film et probablement de la saga,
Cette introduction d'une dizaine de minutes posait le ton du film en montrant en tension au fur et à mesure que la discussion téléphonique avançait. On ne verra jamais plus les téléphones de la même manière, ni les pop-corns, ni les porte-fenêtres, ni les rideaux. Bref, ce film a tout changé. C'est pour ça qu'il est dans les meilleurs films d'horreur de l'histoire. Numéro 7. La scène du Funny Guy dans Les Affranchis. On peut probablement tous s'accorder pour dire que Joe Pesci vole la vedette du reste du casting dans Les Affranchis. Son personnage, complètement imprévisible, arrive à faire stresser ses propres potes alors qu'on en sait de quoi, il est capable. Voir la scène où on lui dit qu'il est drôle et qu'il commence à demander plusieurs fois « Comment ça, je suis drôle ?» Ça fout clairement une bonne tension. Huitième, la scène dans le village dans 1917. Ça, je l'ai regardé et j'ai beaucoup aimé. L'excellent film de guerre en faux plan séquence réserve quelques belles scènes, mais également un certain nombre de moments stressants qu'on va bien se garder de spoiler. Néanmoins, celle où le personnage principal arrive de nuit dans le village occupé par les Allemands et essaie de se frayer un chemin sans se faire repérer, vous accroche à votre siège jusqu'à ce qu'elle se termine. Et en plus la lumière est superbe. Oui, je m'en souviens. Numéro 9, la scène de l'affiche dans Zodiac. Je suis très mal cadrée, hein. Pas du tout. Faudrait que je sois là. Bon. Encore une scène qui fout une pression de malade et qui se passe dans une cave. Dans celle-ci, le personnage principal de Zodiac se retrouve chez un vieil homme car il enquête sur l'écriture de quelqu'un qui dessinait des affiches et qu'il réalise à un certain point que c'est le vieil homme en question qui les dessinait et que c'est donc probablement le tueur. Cette expression de terreur sur le visage de Jake Gyllenhaal est parfaite. J'avais la même en regardant la scène. La 10e, la scène de la boîte dans Seven. On pourrait tout simplement parler des 30 dernières minutes du film, puisqu'à partir du moment où un certain personnage entre en scène, ça devient plus stressant qu'un télésiège à l'arrêt depuis 30 minutes. Mais la scène de l'ouverture de la boîte et les quelques minutes qui la précèdent activent toutes les glandes de la sudation. La 11e, la scène du gros bordel dans Mother, que j'ai pas vu non plus, mais je vois ce que c'est. Si vous avez vu le film, vous savez de quelle scène on veut parler. Cette espèce de moment complètement indescriptible où il se passe un millier de trucs dans la maison, tous plus angoissants les uns que les autres. Le film réussit à maintenir du mystère tout au long, mais ce moment-là part complètement dans le malaise et le stress, et c'est très bien fait. 12e, la scène derrière le dîner dans Mulholland Drive. Si cette scène ne vous a pas foutu un gros stress, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Pourtant, il n'y a rien au départ de bien stressant. On a une discussion entre deux personnes dans un dîner en plein jour. Puis, le dialogue prend une direction différente, plus angoissante, jusqu'au moment où les deux personnages sortent et marchent jusqu'à l'allée derrière le restaurant. Scène numéro 13, la scène de la roulette russe dans Voyage au bout de l'enfer. En vrai, on pourrait dire que l'intégralité de ce film, après la scène du mariage, est un véritable nid de stress et qu'il porte très bien son nom. Il y a de quoi se ronger les ongles pendant près de 2 heures,
mais la scène de la roulette russe vous oblige à regarder avec les doigts devant les yeux, ce qui est très compliqué si on veut continuer de se les ronger en même temps. 14e, la scène de pile ou face dans No Country for Old Men. Vous savez très bien de quelle scène on parle. On aurait pu mettre plusieurs autres scènes du film, mais ce dialogue entre le vieux patron de station-service et le tueur psychopathe est une leçon de malaise. Un moment qui semble horriblement long et qui vous fout bien la chienne. C'est une expression québécoise qui veut dire que ça fait peur. Ça fout bien la chienne. C'est marrant comme expression. Et la dernière, la 15e, à peu près 90% du film Nocturnal Animals. La course-poursuite en voiture est littéralement traumatisante. On est pris dans le truc comme un lapin entre les phares d'une voiture. Je crois que c'est une vraie expression, mais vous me dites si je l'invente. Non, elle existe, hein, c'est bien. Ceci étant dit, on peut s'accorder sur le fait que tout ce film est absolument stressant et nous laisse seuls à la fin avec de bonnes raisons de mal dormir. Super ambiance, Tom Ford. Prochain top. Est-ce que vous pouvez arrêter de déplacer vos meubles? Prochain top. Il s'agit d'un top 8 des acteurs qui ont changé de vie après un film. Un rôle dans un film, ça peut changer la vie, pas juste pour la notoriété ou l'argent, mais aussi parce que le tournage, le scénario ou le personnage interprété peuvent avoir un vrai impact sur les acteurs au point de leur faire remettre leur propre vie en question. Petit tour des acteurs qui ont pris un nouveau tournant après un film. Robert Downey Jr. est devenu une sorte de Tony Stark de l'écologie. Dans les films Marvel, Tony Stark comme l'homme dans l'armure d'Iron Man, c'est une sorte d'Elon Musk, une superstar qui crée des technologies militaires robotiques en faisant de grands discours devant des millions de personnes pour annoncer ses créations. Eh bien, Robert Downey Jr. a un peu suivi la voie de son personnage en laissant de côté l'aspect militaire de la chose, heureusement. En 2019, il a lancé la The Footprint Coalition, une organisation qui se donne pour défi de nettoyer la planète en 10 ans grâce à la robotique et à la nanotechnologie. Plutôt cool comme changement de vie donc, mais maintenant on attend de voir les résultats. Ce qui est sûr, s'il y arrive, c'est qu'il deviendrait un vrai super-héros. Deuxième, Brie Larson est devenue militante contre les agressions sexuelles après avoir joué dans Room. Si vous n'avez pas vu Room, on ne peut que vous conseiller d'y remédier, car le film est très bon. L'histoire est assez simple. Une mère et son fils de 5 ans sont séquestrés dans une chambre depuis des années par un homme. Et la mère veut s'en échapper pour permettre à son fils de découvrir le monde. Inspiré de faits réels, le film a profondément bouleversé Brie Larson, qui tient le rôle principal, si bien qu'elle est par la suite devenue militante pour la défense des survivantes d'agressions sexuelles. Depuis, elle multiplie les prises de parole publiques pour défendre des victimes et pointer du doigt les agresseurs. Ou
de Ridley Scott mettant en scène deux amis en cavale après avoir tiré sur un agresseur sexuel a inspiré énormément de femmes autour du monde. Et Geena Davis, qui interprète Thelma, a reçu beaucoup de témoignages de femmes qui lui disaient combien elle les avait inspirées. Ça a fait prendre conscience à Geena à quel point les femmes étaient peu représentées au cinéma, mais aussi dans les médias en général. Elle a alors décidé de fonder le Geena Davis Institute ou Gender in Media, une organisation qui, comme son nom l'indique, milite pour une plus grande représentation des femmes dans les médias. Quatrième, Angelina Jolie est devenue ambassadrice des Nations Unies pour les réfugiés grâce au tournage de Tomb Raider. Aujourd'hui, ça non plus, j'ai pas vu. Aujourd'hui, on connaît presque aussi bien Angelina Jolie pour sa carrière artistique que pour son engagement humanitaire, notamment en faveur des réfugiés. Et bien, tout ça a débuté en 2001 alors qu'elle tournait dans Tomb Raider au Cambodge. Sur place, l'actrice s'est sentie concernée par les conditions de vie de certains habitants. Alors, elle a cherché à connaître davantage leur situation. C'est à partir de là qu'elle a pris la décision d'utiliser sa notoriété pour apporter de l'aide aux réfugiés autour du monde. Ce qu'elle fait maintenant en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. On n'aurait jamais pensé que Lara Croft allait faire une telle reconversion professionnelle. Numéro 5. James Cromwell est devenu activiste vegan après avoir joué dans Babe, le cochon devenu berger. James Cromwell était végétarien depuis ses 30 ans déjà, mais lorsqu'il a joué dans Babe, le cochon devenu berger en 1995, il est passé au cran au-dessus. À force de bosser avec des cochons sur le tournage, il a décidé de devenir vegan et plus encore militant pour la cause animale. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'il ne fait pas semblant. Cromwell s'est déjà opposé à des géants comme l'entreprise Walmart ou les parcs aquatiques SeaWorld. Et nous, on le soutient à 100%. Oui, moi aussi. Oups. 6ème, Homeboy a donné envie à Mickey Rourke de se consacrer à la boxe pro. Déjà boxeur amateur avant de tourner dans le film où il joue un boxeur, Mickey Rourke a décidé de lancer sa carrière pro quelques années seulement après le film, durant lequel il a redécouvert sa passion pour le ring. Sa carrière pro n'aura d'ailleurs pas été dégueu puisque Mickey a combattu 8 fois pour un total de 6 victoires et 2 nuls. Le gars avait du potentiel, mais ça lui a coûté son apparence physique puisqu'il a dû subir des reconstructions faciales après certains mauvais coups. 7ème, Jennifer Garner est devenue très croyante après Miracle du ciel. Bon, si vous êtes allergique à la religion, on ne saurait que trop vous déconseiller de mater ce film où le christianisme est omniprésent, mais ça a beaucoup plu à son actrice principale, Jennifer Garner. Elle en a tiré un nouvel élan de foi et depuis est retournée à l'église avec sa petite famille. Autant vous dire que les médias chrétiens se sont régalés de cette nouvelle à l'époque. 8ème et dernière, Julia Roberts s'est convertie à l'hindouisme pendant le tournage de Mange, Prie, Aime. Dans le film préféré des Babos en 2010, le personnage interprété par Julia Roberts entamait un grand voyage qui passait par une sorte de retraite spirituelle en Inde et en Indonésie. Et bien Julia, la vraie, a été chamboulée pendant ce tournage. Elle a aussi
Jim Carrey a eu le temps de repenser, non? Pensez-vous que Jim Carrey a eu le temps de regarder tout Grey's Anatomy? Donc ça veut dire qu'à chaque fois il subissait 8 heures de maquillage, genre une journée de travail normale, et après par contre il fallait qu'il joue, qu'il travaille. Les journées devaient être extrêmement longues. Le deuxième, celui de Brad Pitt dans l'étrange histoire de Benjamin Button. Ce serait carrément mentir de dire que le maquillage de Brad Pitt au début de ce film n'est pas impressionnant. Pour arriver à ce résultat des plus réalistes, l'acteur devait passer plus de 5 heures à se faire maquiller, pile le temps pour cuisiner un bon pot-au-feu. Qu'est-ce qu'ils sont drôles ces journalistes. Troisième, celui de Stella Skarsgård dans Dune. L'interprète du baron Vladimir Harkonnen devait rester immobile près de 7 heures pour se faire maquiller et entrer dans son personnage. Il disait lui-même que psychologiquement c'était plaisant de regarder le travail des prothésistes, mais que physiquement c'était très dur. Pourtant, il avait quand même le temps de faire 3 pulls en macramé, pas très costaud le garçon. Vous entendez l'oiseau? Quatrième, celui de Ralph Fiennes dans Harry Potter, que j'ai pas vu non plus. Pour chaque jour de tournage, l'acteur de Voldemort devait passer 2h30 à se faire maquiller. On a du mal à comprendre comment se faire arracher le nez peut prendre autant de temps. Mais bon, ça doit être une question de terminaison nerveuse. Le maquillage numéro 5, celui de Doug Jones dans le labyrinthe de Pan. Si vous aussi vous avez la gerbe à la vue de Bellman, c'est normal, c'est simplement parce que le maquillage est extrêmement bien fait. Et pour cause, il fallait près de 5 heures pour appliquer le costume en mousse de latex sur l'acteur. Assez de temps pour se lancer dans un scrapbooking retraçant la vie de la reine d'Angleterre. Je vous mets pas les photos à l'écran, mais en tout cas, je vous mets le lien du site et il y a les photos des acteurs qui sont maquillés. Numéro 6, celui de Marion Cotillard pour La Môme. Il en a fallu du travail pour faire ressembler Marion Cotillard à Edith Piaf. Jusqu'à 3 heures de maquillage, sans compter les scènes qu'il a fallu retourner pour trouver le maquillage parfait. On espère que Marion en a profité pour réviser toutes les figures de style de la langue française. Numéro 7, celui de Lawrence McQuarrie dans Le Seigneur des Anneaux. Pour jouer le rôle de Lurtz dans Le Seigneur des Anneaux, Lawrence McQuarrie a dû se faire maquiller pendant plus de 11 heures. Bah dis donc. Numéro 8, celui de John Rhys Davies dans Le Seigneur des Anneaux. Décidément, Peter Jackson était un grand fan de make-up. On soupçonne qu'il avait des actions chez Sephora. Si le maquillage de l'interprète de Gimli n'était pas si long que ça, il était d'autant plus impressionnant à cause du fait que l'acteur faisait des réactions allergiques au maquillage, ce qui l'empêchait de tourner plus d'un jour sur 2 dans son visage gonflé. Ouais, quand on est allergique à des trucs. Numéro 9, celui de Dave Bautista dans Les Gardiens de la Galaxie. Pour interpréter Drax, Dave Bautista devait porter 18 couches de prothèses et devait donc passer plus de 5 heures à se faire maquiller. Numéro 10, celui
Zoé Saldana dans Les Gardiens de la Galaxie. Il n'y a pas que Drax qui a eu droit à sa session. L'interprète de Gamora devait elle aussi passer 5 heures sur une chaise de maquillage, entre autres à cause de ses différentes prothèses du visage. Qu'elle se rassure, 5 heures, c'est tout de même moins long que la ligne de métro 14 entre Châtelet et Gare de Lyon à Paris. D'accord. Numéro 11, celui de Peter Weller dans Robocop. En plus d'avoir perdu 1,5 kg par jour dans son costume été lourd et lui donnait chaud, Peter Weller a dû passer près de 11 heures à se faire maquiller et à enfiler sa tenue lors de son premier jour de tournage. La légende dit qu'il ne l'a plus jamais enlevé ensuite pour ne pas renouveler cette expérience. Numéro 12, celui de John Travolta dans Hairspray. Et pour jouer Edna Turnblad, John Travolta a lui aussi dû se plier à l'exercice du maquillage pendant de longues heures. Il faut dire qu'il y avait beaucoup de travail à faire au niveau du make-up et du fat suit, ce qui explique pourquoi l'acteur a lui aussi passé 5 heures à chaque tournage sur sa chaise de maquillage. 13e, celui de Bill Skarsgård dans Ça. Si cette transformation n'est pas la plus longue de l'histoire du cinéma, puisque l'interprète de Pennywise passait seulement 2h30 à se faire maquiller chaque jour, elle est impressionnante par sa qualité de réalisation tant l'acteur est méconnaissable. 14. Celui de John Hurt dans Elephant Man. Pour prendre le rôle de John Merrick, l'acteur devait passer 8 heures quotidiennes à se faire maquiller, puis prendre 2 heures pour retirer toutes ses prothèses. La situation était tellement contraignante que John Hurt devait parfois dormir assis et s'alimenter avec une paille. 15e, celui de Jeff Goldblum dans La Mouche. Pour ce film de science-fiction où un homme se transforme en mouche, l'acteur qui jouait le biologiste Seth Brundle a dû passer 5 heures à se faire maquiller. Il devait entre autres porter une combinaison en latex et des lentilles déformantes, ce qui était, paraît-il, très épuisant. Oui, je n'en doute pas. 16. Celui de Boris Karloff dans La Momie. Ok, c'est vrai, en 1932, on n'avait pas les moyens d'aujourd'hui. Mais on peut quand même féliciter la prouesse des maquilleurs et maquilleuses, mais aussi de l'acteur qui joue Imhotep, comme dans la Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Oui. Ce dernier devait en effet passer plus de 8 heures à se faire maquiller pour mettre en place le masque sur son visage, fait de boue, de tranches de viande et de collodion. Ok. 17. Celui de Ron Perlman dans Hellboy. Pendant tout le tournage du film, l'interprète d'Hellboy a dû passer par 86 séances maquillage en plus de 4 heures. Il fallait au moins ça pour costumer l'acteur avec ses couches de prothèses en mousse pour le dos et la poitrine. Numéro 18, celui de David Naughton dans Le Loup-garou de Londres. Dans cette célèbre scène de mutation, on peut applaudir le travail de maquillage. L'acteur a passé plus de 10 heures à se faire pomponner, mais ce n'est rien à côté de l'année qu'il a fallu pour réaliser cette scène. Numéro 19, celui de Jennifer Lawrence dans X-Men, le commencement. Pour jouer Mystique, Jennifer Lawrence a dû, comme Rebecca Romijn avant elle, passer par 8 heures de maquillage pour mettre en place les 100 couches de prothèses conçues pour son personnage.
largement lui laisser le temps de trouver une solution miracle aux punaises de lit. Et enfin pour le dernier, celui de Rod Steiger dans The Illustrated Man. Si ce film n'a pas marqué les esprits, il détient pourtant le record du maquillage le plus long. L'interprète de Carl devait passer près de 20 heures à se faire maquiller entièrement le corps pour donner un effet de tatouage. Alors oui, on n'avait pas les mêmes techniques que maintenant en 1969, mais on félicite Rod Steiger pour avoir tenu tant de temps sans en profiter pour réviser le code et passer le permis. Voilà les amis, c'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous avez appris des choses. Car comment on dit, par plus que vous détendre. Ouais, j'en perds mon français. Car en plus de vous détendre, voilà c'est ça, je suis contente de vous instruire et de vous apprendre plein de choses sur des tonnes de sujets. J'espère que vous avez passé un bon moment à m'écouter parler des anecdotes de cinéma. Je vous fais de très gros bisous. On se retrouve vite pour une autre vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, bisous.